peut utiliser ce type d'outil. Écoute, merci au président de séance et merci à Bietronic de m'inviter à parler. D'autant que je vais parler d'un matériel qui n'est pas en partie le leur, donc c'est une très grande élégance, je trouve. Mais je vais essayer de vous convaincre, effectivement, après des années de doute, que les gens commencent quand même à avoir suffisamment de données pour voir un certain intérêt avec ce matériel. Ça, c'est mes conflits d'intérêts, vous voyez. Donc, je passe 3 secondes. On va commencer par un cas de bifurcation, puisqu'il faut que je parle des bifurcations. On avait prévu de faire un cas clinique au départ, en toute vitesse, donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc c'est une bif chez une personne âgée. Bon, on va passer la prochaine parce que je crois qu'il y a une heure. Voilà. Donc c'est une bif sur une personne âgée avec une longue lésion, vous voyez, sur l'artère interventriculaire antérieure. Une bifurcation un peu particulière puisque ça, c'est vraisemblablement l'IVA. Puis c'est ce qu'on appelle, vous savez, une dual IVA, c'est-à-dire 2 IVA qui sont presque en parallèle. C'est une forme anatomique un peu rare. Et vous voyez que de cette deuxième IVA par la septale ici, et que le territoire de cette IVA est quand même assez important. Il y a aussi une sténose serrée là, il y a aussi une sténose sur une marginale, bref, patiente de 81 ans. Et donc, on se pose la question d'envisager de faire une dilatation de cette bifurcation. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, je pars avec l'intention de mettre 2 stents. » Ouais. Moi, je veux bien, mais avec une angulation pareille, mettre 2 stents, vous n'avez pas beaucoup de techniques qui seront très favorables. Ce d'autant que, vous voyez, la taille de l'artère est extrêmement basse. Donc, faire une bifurcation dans un tronc commun, mettre 2 stents, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez toute la taille pour travailler, toute la largeur pour travailler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sur les petites artères, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, si j'avais voulu, moi, mettre 2 stents, j'aurais fait un V-stenting. Hein, parce que je trouve que ça aurait été la solution la plus élégante. Un T-stenting, un crush, même pas la peine d'y songer. Pour refranchir le crush avec des artères petites comme ça, c'était pas la peine d'y songer. Je vais un peu vite. Normalement, on devait discuter le cas, mais on est d'accord, hein, je vais un peu vite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Prédilatation des 2 branches avec un long ballon dans l'IVA. Le résultat après la prédilatation, vous voyez que cette branche-là n'est pas si négligeable que ça quand même. Hein. Et donc, vous avez une dissection ici. Donc, on va stenter d'abord. Et comme j'avais le matériel, on a mis un premier Orsiro en distalité, vous voyez ici, qu'on voit sur le clear stent. Et en s'aidant du clear stent, on met un deuxième stent Orsiro long de 3,30 dans une artère, comme vous voyez, extrêmement calcifiée. Et vous avez ici le niveau de la bifurcation qui est marqué par votre guide. Donc, deuxième. Et après implantation, et avant le refranchissement, vous voyez très bien le guide piégé ici, avec le clear stent. Vous voyez ici qu'il y a encore un tout petit peu de sténose ici et de constriction du stent par la plaque. Et vous avez ici votre bifurcation et vous avez votre deuxième Orsiro qui est là. Il n'y a pratiquement pas de superposition. On est assez content. Voilà, on est à ce stade-là de la dilatation. On va rester classique. On fait un POT ici dans la partie proximale et on décide d'ouvrir la maille. On décide d'ouvrir la maille ici avec un ballon. Et voilà votre résultat après l'ouverture de la maille. C'est pas mal. Vous voyez quand même, entre parenthèses, que l'Orsiro se déforme pas si mal que ça sur une bifurcation. Et on a donc une image d'ouverture qui est satisfaisante. Mais là, je suis pas très satisfait, moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite déformation du stent. Donc, on fait un kissing pour rester. Et pour finir, pour essayer d'améliorer la sténose au niveau de la petite branche secondaire de cette IVA, je place un ballon Pantera-Lux à 8 atmosphères pendant 40 secondes, un 2,5 pendant 40 secondes, et vous voyez ici le résultat final qui, moi, me paraît tout à fait correct, avec ici l'absence, parce que c'est une des questions qui est posée, c'est si vous mettez le ballon en fin de procédure, vous risquez de nouveau déformer votre stent dans la branche principale. Vous avez ici l'image. Vous voyez que ça c'est un peu mieux ouvert que tout à l'heure, que le stent aussi est bien ouvert et qu'il n'y a, dans cette incidence du moins, pas de déformation du tout du stent Orsiro.
Jacques, juste, on peut peut-être poser des questions, savoir qui serait parti sur un prévisionnal là-dessus, sur cette bifurcation. Et les autres sur 2 stents, alors? Donc, qui fait un prévisionnal sur ce type de lésion? Voilà. Enfin, sans vouloir influencer, mais au moins qu'il y ait des votes. Qui part sur 2 stents d'emblée? Très bien. Et qui, à ce stade... Oui, peut-être qu'on va voir le résultat après POT. Et qui aurait fait un POT là-dessus aussi? Je crois que tout le monde est d'accord. Donc jusque-là, on est sur ta lignée. On te suit. Là, vous êtes d'accord avec moi, donc c'est tant mieux. Surtout que ce n'est pas quelque chose de très, très extraordinaire, ce que j'ai fait. Vous voyez, à part la dernière étape, qui est... Alors, je ne vous ai pas montré le résultat après, parce que ça faisait beaucoup d'images, mais le résultat de la prédilatation et le résultat de l'ouverture de la maille étaient tout à fait corrects au niveau de cette branche secondaire, vous voyez ici. Et ça, c'est le résultat final qui est tout à fait satisfaisant sur l'IVA, tout à fait satisfaisant aussi sur la branche secondaire. Bon, c'est un résultat immédiat. Qui s'arrête à ce stade. Bon, donc on s'est arrêté là, bien évidemment. L'évolution de la patiente a été tout à fait satisfaisante. Et donc, on n'a pas eu de complications de cet angioplastie. Alors, c'est une stratégie qui est la stratégie du ballon actif en fin d'angioplastie dans une bifurcation avec des lésions de la branche secondaire que je vais essayer de vous vendre et de vous convaincre. Bon, je reviens rapidement. 1 contre 2 stents. Vous savez très bien que quand vous mettez 2 stents, il y a plus de complications et assez peu de bénéfices cliniques finalement. Et le seul bénéfice clinique qu'on trouve, c'est éventuellement en comparant dans Nordic Bifurcation Study, vous avez le taux de resténose de la branche secondaire dans cette étude qui comportait 2 stents au limus. Dans la branche secondaire, vous aviez 11% de late lumen loss avec un late lumen loss à 0,20 et 11% de resténose, je suis désolé, c'est pas très clair, contre 19% dans la partie stent provisionnelle. Donc, il y avait dans cette étude-là, et c'est pratiquement une des seules où on voit véritablement un bénéfice, vous avez des nouvelles techniques qui sont de plus en plus compliquées, en particulier le décacroche. Le décacroche ne vous donne aucun bénéfice sur la branche secondaire, curieusement. Il vous donne seulement un bénéfice dans la branche principale. Donc, on se bat beaucoup pour finalement obtenir un résultat dans la branche principale avec le décacroche. On avait fait, nous aussi, un registre avec un stent dédié à la bifurcation qui avait été présenté au PCR en 2011. Et c'est avec ce stent-là qu'on a fait l'étude suivante que je vais vous présenter. C'est pour ça que je vous montre ces résultats. Et vous voyez que dans cette étude, avec ce stent-là et avec des bifurcations de type habituel, on avait un late lumen loss à 0,37. On faisait un kissing final avec le système. Je vais vous montrer comment on fait. Et on s'arrêtait là. Donc on avait un late lumen loss à 0,37, on avait 13% déjà de resténose significative et on avait 13% aussi de resténose significative dans le stent primaire. C'était un stent actif au paclitaxel. Pourquoi est-ce que, à mon avis, le fait de remettre un deuxième stent dans une bifurcation n'est pas une idée extraordinaire? On pense que quand vous commencez à refranchir déjà, quand vous avez commencé à refranchir avec le simple ballon ou avec un deuxième stent, vous avez 5 raisons de ne pas avoir une très bonne apposition de la drogue du premier stent que vous avez mis dans votre diagonale. Parce que vous modifiez l'architecture de votre stent en amont de la bifurcation du fait du kissing. Vous avez une répartition de la drogue qui est totalement inhomogène à cause du kissing. Vous avez aussi le risque de voir votre polymère se fragmenter, même si les stents sont tous d'une qualité extraordinaire. Vous savez que ça existe. Il y a eu 3 ou 4 publications sur ce sujet-là. Vous avez des fragmentations du polymère et on ne sait pas ce que ça donne pour la drogue. Et vous avez cette étude de Guérin de Nantes qui était très très intéressante, où sur un banc théorique, il a étudié la répartition de la drogue après le kissing, et vous voyez que par rapport à une absence de kissing, au niveau de l'ostium de votre bifurcation secondaire, de votre branche secondaire, vous avez 40% de moins, vous avez 1,4 de concentration de drogue contre 1 quand vous faites un kissing. Et ce, quel que soit le stent.
Les résultats sont d'une homogénéité, quel que soit le type de stent. Le fait de faire le kissing, vous perdez de la pénétration de la drogue par votre stent actif quand vous ouvrez avec votre kissing. 5 raisons donc de penser que peut-être il n'y a pas de drogue, il y a un manque de la drogue au niveau de la bifurcation, au niveau de la diagonale. C'est la raison pour laquelle on a effectué une étude récente qu'on est en train de montrer et qui va être, j'espère, publiée dans Euro Intervention, concernant l'utilisation systématique d'un ballon actif dans une branche secondaire à la suite d'une dilatation. C'est une étude qui a été supportée par le laboratoire Minvasiz. Donc c'est pour ça qu'on étudie leur stent. C'est un stent dédié que vous voyez, qui a la grande propriété d'avoir un accès quasi permanent aux 2 branches de la bifurcation, avec tout le système embarqué, ce qui fait que c'est assez facile, une fois que votre stent est positionné, de vouloir faire un kissing, de vouloir faire un échange éventuellement avec un autre drogue. La petite faiblesse de ce système, c'est que c'est un polymère free abluminal paclitaxel coating, et là, c'est un peu un des problèmes concernant ce stent. Je vous expliquerai pourquoi. Et surtout, on a combiné cette étude avec l'utilisation systématique d'un ballon Danubio, et qui se trouve être exactement le même que le ballon Panthera Lux en termes d'excipient, hein, c'est exactement le BTHC, et en termes de drogue, de dose de drogue. Donc je pense que c'est exactement le même que celui du laboratoire Biotronic. On a fait 52 patients, 50 ont été analysés par l'angiographie, on va essayer vite. Il y a un certain nombre de nos collègues qui sont peut-être dans la salle, et je les remercie tous. Et c'est une population habituelle de bifurcation, hein, 66 ans, 78% d'hommes, essentiellement IVA diagonale, un tout petit peu circonflexe marginal, peu de coronaire droite. Voici la répartition. Vous avez donc 15 patients qui étaient 1-1-1 et vous avez surtout 32 patients qui avaient une lésion ostiale, une lésion secondaire de la branche secondaire par rapport à la branche principale. Donc 64% de bifurcation avec études secondaires, avec branche secondaire malade, significativement. Hein, c'est le centre. Tout a été analysé par le centre, par le CERC sur le plan géographique et c'est eux qui nous ont donné les résultats. Donc vous avez ce type de bifurcation, vous passez le stent, vous avez un marqueur central qui montre la bifurcation, 2 marqueurs sur le ballon. Ici, c'est le ballon qui vous permet en réserve de faire la bifurcation, de faire le kissing si vous en avez. Vous gonflez, vous faites tout de suite votre kissing qui a été fait sur 40 patients sur 50, et immédiatement après, vous échangez pour le ballon actif, et à basse pression, et ça c'est fondamental, pendant 30 à 40 secondes, vous gonflez votre ballon et vous avez ce résultat final. C'est un résultat immédiat. La plupart du temps, c'est un ballon court qui a été utilisé de 10 mm, entre 2 et 3 mm de diamètre, basse pression, 40 secondes en moyenne. On dit qu'il faut en général utiliser 30 secondes d'inflation. L'analyse a été une analyse centralisée, hein, donc je n'avais pas les résultats. Ce n'est pas moi qui ai analysé les résultats, c'est le CERC et c'est le centre du CERC. Et c'est pour la première fois, je trouve, que ce résultat apparaît, c'est-à-dire que, comme vous voyez, le minimal luminal diamètre, qui est le diamètre minimum de l'artère de la sténose, passe de 1,36 à 1,52 et reste constant à 1,55 à 6 mois. Je crois que c'est une des premières fois où on a ce genre de résultat, ce qui fait que il n'y avait pas de différence entre les patients qui avaient une sténose à l'origine significative et ceux qui n'en avaient pas. Et surtout, le late lumen loss, il est négatif, il est à moins 0,04, donc il est à 0. Ce que je n'ai pas présenté aussi, c'est que le diamètre, en angiographie quantitative, le diamètre de base de la branche diagonale est supérieur à 6 mois, significativement supérieur par rapport. Donc il y a peut-être un effet aussi de surdistension. Par contre, et ça c'est la faiblesse du stent, c'est qu'on a un late loss qui est à 0,54 dans le stent principal, et donc ça c'est la faiblesse du stent, mais ça c'est dû certainement à la drogue. Et vous avez le taux de resténose angiographique significatif et de un seul patient, c'est-à-dire il y a 2% de resténose, un seul patient a été resténosé. Il y a eu très peu d'événements cliniques, il y a eu 3 TLR dans la main branch, un patient sur le target vessel, 2 patients on target vessel, et on a eu only one side branch TLR qui s'accompagnait d'ailleurs d'une resténose au niveau de la main branch. Quand on résume un tout petit peu
les autres études concernant ce problème de la branche secondaire, eh bien vous voyez que nous, on est ici à 0,04. En général, les résultats sont tout à fait comparables. Les deux études comparables, c'est l'étude ERADER avec le Sequent Please, parce que main branch DES, side branch drug eluting balloon, et vous avez un net loss à 0,09 dans la branche secondaire. Et dans Babylone, vous avez aussi moins 0,04. Mais là, le stent principal était un stent nu. Il y a très peu d'études. L'autre étude que j'ai retrouvée, c'est Biolux avec le Panthera, sur 35 malades dans lesquels on combinait d'une part un stent Xience et d'autre part le ballon actif Panthera. Vous avez un net loss aussi tout à fait satisfaisant à 0,10. Je ne sais pas si on peut donner des conclusions, je ne sais pas si j'ai été convaincant. L'utilisation finale systématique d'un ballon actif dans la branche fille d'une bifurcation semble améliorer le taux de rosténose de l'ostium de cette branche secondaire. Notre problème, c'est qu'on n'a pas fait d'études randomisées, et peut-être, quel que soit le stent implanté dans la branche principale. Et voilà, donc la bifurcation revisitée à la rouennaise. Vous savez qu'on est depuis longtemps des adeptes de la simplicité, et plus particulièrement moi. Et donc, quand il y a une lésion sans sténose de la branche secondaire, je fais un crossover et je m'en vais la plupart du temps. Je ne refranchis et je fais un kissing que s'il y a un plaque shifting avec un ralentissement du flux, sinon c'est pas la peine. Quelle que soit l'importance du sténose, si elle est à 70%, à 80%, si vous avez un flux qui est normal, ça ne sert à rien, à mon avis, d'aller plus loin. S'il y a une lésion avec une sténose de la branche secondaire, je pense que la stratégie de faire le kissing, le pot et le ballon actif me paraît être une stratégie tout à fait intéressante. J'ai oublié de vous dire qu'on avait donné 6 mois d'antiagression plaquettaire dans notre étude parce qu'on pensait qu'il y avait peut-être un problème intercurrent. Donc c'est pour ça qu'on avait été jusqu'à 6 mois, parce qu'il y avait aussi le stent au paclitaxel qui était implanté. Donc je pense que de toute façon, cette stratégie ne réduira pas le temps d'acquisition des 12 branches plaquettaires. Et quel que soit le type de lésion, le stent branche secondaire seulement si sévère dissection compromettant le flux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Si vous avez des questions. Oui, Jacques, une Et question. quoi ? Je trouve ça très intéressant comme approche. Le problème qu'on a, c'est que les ballons sont tous avec du plaquitaxel. Qu'il va falloir, actuellement sur le marché, et qu'il va falloir mélanger les drogues au moment de ta bifurcation, puisque tu vas mettre un stent nouvelle génération associé à du plaquitaxel. Est-ce que ça pose pas de problème de mélanger ces drogues, sachant que j'ai vu sur ton cas clinique que ton ballon était débordé largement dans le stent actif, et donc on avait une superposition de drogues, et on sait est-ce qu'on sait ce que ça donne? Alors, comme je t'ai montré, il y a l'étude de Biolux Pantheralux où il y avait 35 malades avec le Xience. C'était un Xience combiné avec un ballon actif. Et il ne semble pas que ça donne de problème. Comme ton ballon est beaucoup plus petit dans la branche diagonale, sauf si tu fais des bifurcations où effectivement la branche principale et la branche secondaire sont équivalentes. Mais quand tu as un ballon de taille beaucoup plus petite, il flotte un tout petit peu dans ton stent actif. Donc de toute façon, il ne va pas imprégner beaucoup ton stent actif. Il va essentiellement être, si j'ose dire, actif et délivrer la drogue au moment où il est en contact avec la petite artère. Il va pas être. C'est pour ça que en général, le ballon il fait 2 ou 2,5 et rarement une taille importante. Je ne peux pas te dire, on n'a pas fait de cochon, on n'a pas fait de choses de ce type, je ne peux pas te dire. Je peux te dire que des ballons au sirolimus vont arriver, ça c'est sûr. Et puis on s'oriente de plus en plus vers un pot side pot pour certains, donc effectivement moins de kissing pour éviter de déstructurer complètement le stent. Ah, mais je pense que c'est indispensable, et je pense que nous on fait quand il n'y a pas de lésion, on fait un pot, je suis tout à fait d'accord pour ça, et on s'arrête là. C'est le temps qu'il y a eu. Pot side pot, c'est-à-dire que tu fais un pot, tu ouvres ta maille après, quand c'est une grosse branche. Tu ouvres la maille et tu finis par un pot. Alors, pour éviter de complètement déstructurer ton ballon de façon ovale. Ton ballon de pot, il sert à quoi de deuxième si tu veux un peu en aval? Mais tu le mets un tout petit peu en aval, juste pour refaire la carène. Mais pour éviter de se retrouver avec deux ballons à l'intérieur de ta prothèse qui peuvent complètement déstructurer ton stent. Il y a surtout une étude de service aussi qui nous ont montré la semaine dernière, qui est impressionnante. Je veux dire, le kissing déforme totalement
le stent principal qui devient ovoïde, avec une perte de contact. Ça m'amuse quand même beaucoup que ce soit lui qui découvre ça au bout de 10 ans. Ouais, c'est pour ça qu'on peut être amené à faire un kissing, peu importe. C'est-à-dire que si... Mais il faut finir par le POT. Voilà, il faut finir par le POT. C'est-à-dire que le kissing, par exemple, dans un tronc commun, ne pas ouvrir la branche, enfin l'ostium, par exemple, si on estime que c'est l'IVA l'élément favorable, ne pas ouvrir sur un tronc commun en sachant qu'après, on peut avoir des événements qui peuvent se produire sur la cilique, je trouve que c'est dangereux. Mais par contre, on n'est pas obligé, si on fait un kissing, parce qu'on est des pros du kissing, il faut impérativement finir par un POT. Ça, c'est... Et il faut finir par un POT assez en amont, hein. C'est-à-dire qu'il faut donc pas... Vous voyez la simplicité. Il faut faire un POT avant. On va passer beaucoup de temps sur le pot, comme je dis maintenant. On a le temps pour une question. Moi, je suis un peu dubitatif sur l'altération potentielle du coating du ballon quand tu refranchis la maille, parce qu'on recommande toujours de manipuler avec la plus grande délicatesse le ballon actif. Qu'est-ce que tu penses de l'altération du coating du ballon actif quand il franchit la maille latérale ? Ben, je pense que, comme tu as fait normalement une prédilatation avant, tu ne fais pas ton kissing avec le ballon actif, on est bien d'accord. Tu ouvres ta maille. Une fois que tu as ouvert la maille, quand ton ballon, elle est bien ouverte, ton ballon va glisser sur ton guide. Je pense que les frictions au niveau de la maille sont bien moindres que pour le ballon qui va te faire le kissing ou qui va ouvrir la maille. Oui, parce que le ballon n'est que pour déposer la drogue. Il n'est pas là pour faire le kissing. Donc le kissing est fait avant, quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais tu le positionnes après avoir ouvert la maille. Tu n'utilises pas ça pour ouvrir la maille. Alors là, on est bien d'accord. Hein. Ça, là, tu arraches ton coating. Et on se pose la question d'ailleurs, et moi, c'est ce que je fais, c'est que j'enlève le guide dans la branche principale, à la fin. J'enlève le guide de la branche principale, puisque de toute façon, tu es sûr de ton coup dans la branche principale. Donc je l'enlève pour pouvoir monter le ballon actif. Ça, c'est un petit truc personnel que je fais. Je ne sais pas si ça a de la valeur, mais je le fais en tous les cas. Pour éviter l'agression. Ouais. Bah, écoute, merci. Je pense qu'on est convaincus. Merci, Jacques. J'espère. Et on va passer maintenant à une controverse. Alors là, on est dans la rosténose, on n'est plus dans la bif. Et on va voir deux challenges. Donc, alors, c'est Mathieu qui commence ? Ouais, je vais juste présenter un petit cas clinique, parce qu'il est un peu timide, il ne peut pas venir là, bon. tout de suite. Et donc, ça va être la rosténose. Est-ce qu'on met ou non